Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes, heureuse de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est le rejet, il y a une heure à peine, des 2 motions de censure présentées à l'Assemblée nationale en signe de protestation contre l'usage du 49.3 par le gouvernement Borne pour faire passer sa réforme des retraites. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et maintenant, quelle suite politique? Y a-t-il encore des recours contre la réforme? Quant à l'utilisation du 49.3, est-ce un déni de démocratie, comme on l'a beaucoup entendu, ou l'aveu de faiblesse d'un régime trop présidentialisé? Enfin, face à la crise politique qui s'annonce, faut-il déboulonner la Ve République? On en débattra ce soir, avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Tous les deux. Quel est votre programme? Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, est à Moscou. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler la visite de Mao auprès de Staline en 1949. Et vous, Alix? Eh bien, ce soir, je vous parlerai d'experts américains en savoir-vivre dans la presse de leur pays. Ils expliquent à leurs fidèles comment rester poli tout en utilisant la technologie. Oh, l'étiquette! À tout à l'heure, les amis. On démarre ce soir avec une femme multiple et merveilleuse, Irène Jacob, actrice doublement inoubliable chez Christophe Kieslowski dans La double vie de Véronique et dans Rouge, musicienne avec Kerenan notamment, mais aussi présidente de l'Institut Lumière de Lyon et en ce moment à l'affiche du spectacle House, La Maison, écrit par le cinéaste israélien Amos Gitaï. Vous avez le programme, c'est parti. C'est le printemps? Hein, rouge printemps. Ben oui, écoutez. Bonsoir, joli pavot. Bonsoir, Irène Jacob. Rouge passion. Ah, voilà, c'est ça. Je vous présente Nadia Dame qui a failli se mettre en rouge au dernier moment. Bonsoir, chère Nadia. Bonsoir, Elisabeth. Et Benjamin Sportouche. Bonsoir, cher Benjamin. C'est vrai que vous êtes une femme multiple? Oui, certainement, voilà. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être une femme unique, non? Écoutez, alors, la femme multiple, mais aussi la femme unique, bien sûr, revenons en arrière jusqu'à 91 grâce à votre portrait réalisé par Gaël Legras. Et ensuite, on parlera notamment de cette pièce qui se joue jusqu'au 13 avril au Théâtre de la Colline avec vous, Irène Jacob. Votre portrait. Jouer, la musique, le théâtre, c'est la règle de 3 d'Irène Jacob. J'aime jouer depuis que je suis petite fille, dit-elle. C'était mon rôle dans la famille. Elle récite des poèmes, elle imite Tanjan, puis à l'âge de 15 ans, elle écrit et donne son premier spectacle intitulé Arrête ton kitsch. À l'âge de 18 ans, elle intègre l'école de la rue Blanche à Paris. La formation, c'est très complète puisqu'on a une formation physique, puisqu'on peut faire de l'escrime, de la danse. On a une formation culturelle aussi, puis on a une formation théâtrale. En 87, elle est choisie par Louis Malle pour interpréter une preuve de piano dans Au revoir les enfants. Puis son rôle dans La double vie de Véronique de Christophe Kieslowski lui permet de décrocher le prix d'interprétation féminine à Cannes en 1991. On s'y attend bien sûr jamais. C'est vrai qu'on était très heureux de l'accueil du film. Et d'ici à recevoir ce prix, c'était une surprise de plus, bien sûr. Depuis, Irène Jacob a joué dans une 50aine de films pour Théo Angelopoulos, Jonathan Neusitter ou encore Wim Wenders et Michelangelo Antonioni. La musique l'accompagne, elle aussi, depuis l'enfance. Ses parents aiment le canon de Pachelbel. Elle écoute le Requiem de Mozart le soir avant de dormir. À l'âge de 8 ans, elle apprend à jouer du violon, puis étudie le piano. En 2011, elle sort un album écrit avec son frère Francis, guitariste de jazz. J'y a des causes d'arriver sans embarras dans un coin d'univers au bord de la East River. Elle a toujours chanté, elle a toujours aimé la musique. Son premier grand rôle, ça a été dans Au revoir les enfants, où elle avait été prise parce qu'elle jouait le piano. Irène a toujours été musicienne. Depuis 2 ans, elle donne également un spectacle musical avec la chanteuse Kerenan. Je fais l'inventaire des lieux où nous pourrions marcher ensemble. À propos du théâtre, elle déclare « J'aime être amie avec un texte qui vous transforme sur la longueur ». Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? En 91, elle joue Célimène dans Le Misanthrope, mise en scène par Christian Rist. Je crois que ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est d'aborder un travail nouveau et d'essayer d'en comprendre les clés. Après avoir interprété les textes de Tchekhov, Anna Gavalda ou encore Didier Ribon, elle est aujourd'hui sur scène avec House d'Amos Gitaï. En 2021, elle précisait « J'ai reçu de l'enfance l'envie de toucher avec des mots et d'aller vers la lumière ». Aller vers la lumière, ça tombe bien, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes présidente de l'Institut Lumière voilà, à Lyon, alors tout tombe parfaitement bien. En revoyant votre portrait, votre réaction était adorable, Irène Jacob, on réalise que vous êtes une actrice européenne.
Vous avez tourné avec beaucoup de cinéastes européens, en ouais. réalité. Grecs, polonais, Kieślowski, Ouais. Angelopoulos, Antonioni. Oui, aussi en Angleterre. Enfin, c'est vrai, non, enfin, encore avant le Brexit, mais... Non, Vous mais venez de Suisse, pays neutre, et vous tournez avec tous les Européens. C'est un paradoxe. Bah, oui, je crois que... Enfin, mon père travaillait au CERN, et qui était déjà un endroit très international. Et je crois que... Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de cinéastes européens. Revenons à cette pièce qui se joue au Théâtre de la Colline à Paris. Oui, c'est à Paris. Jusqu'au 13 avril. House. On voyage. On voyage. On voyage et en même temps, c'est un étrange et fascinant dispositif. Une maison. Une maison qui symbolise quoi? Une maison à Jérusalem-Ouest qui symbolise quoi? Déjà, c'est un lieu très particulier qui était en territoire palestinien, qui passe en territoire israélien. En 1948. Et donc, à travers toutes les personnes, les propriétaires successifs, les ouvriers, les architectes, les personnes autour de cette maison, qui incarnent d'une certaine façon ce conflit, c'est presque comme une métaphore, en fait, d'un conflit où, à travers une maison, où je vis, qu'est-ce que c'est ma maison et d'où elle vient et quelle est son histoire. Trouver cet espace de dialogue à l'intérieur de ce chantier. Cette maison est un symbole, une sorte de symbole sur ce rapport obsessionnel entre juifs et arabes, sur l'antériorité, le rapport à la terre et puis la cohabitation impossible. Cohabitation de tant de cultures. De tant de cultures. Extraordinairement de tant de différentes. langues. Oui, et ça, je crois que sur le plateau, c'était important pour Amos Gitaï d'entendre toutes ces langues et de célébrer aussi cette polyphonie, justement, cette tour de Babel, comme il dit, justement, toutes ces cultures. Et on voit tous ces personnages qui ont fait partie de ce documentaire, qu'il a visité sur 25 ans, enfin, donc sur un quart de siècle. Et à travers le prisme de cette maison, on observe une situation où le dialogue est absolument brûlant, impossible. Vital et impossible. Et de pouvoir, sur le plateau du Théâtre de la Colline, introduire à travers ces personnages un espace finalement de confrontation, de compréhension. De compréhension, on ne sait pas, mais en tout cas c'est un chantier. Beaucoup de mots sont couverts par le bruit des pierres qui continuent à se construire, puisque c'est une histoire qui avance et qui ne s'écoute pas tout le temps, et donc créer en tout cas un espace, en tout cas pour le spectateur, de sortir et de trouver lui aussi un dialogue possible. On parle tous de l'actualité d'Israël en ce moment, de l'extrême droite, et on a besoin d'en parler, je crois. Et c'est propice pour ça. Benjamin. Vous savez qu'Irène Jacob, on est toujours très intrigué par les rituels d'une actrice avant qu'elle entre sur scène. Et j'ai lu que vous en aviez beaucoup, des rituels. Quels sont-ils? Est-ce que j'ai lu que vous déclamiez à l'italienne, par exemple. Les italiennes, ça fait partie de ce que font les acteurs, de dire leur texte avant. C'est-à-dire vous allez du côté des spectateurs, vous allez avant la mise en scène. Dire son texte, en fait. Ensuite, moi, c'est vrai que ça peut être, quand j'arrive dans un nouveau théâtre, besoin de posséder le plateau, de danser sur le plateau, de dire mon texte. Mais ça peut être aussi de rentrer dans le théâtre, d'aller jusqu'au dernier rang, et au dernier rang, presque de dire mon texte, comme si je le recevais, pour bien être sur le plateau, avec le lieu, toute cette salle. En fait. On s'adresse finalement à 500 personnes, voire plus, jusqu'à celui qui est au dernier strapontin, sans en avoir l'air, bien sûr, parce qu'on n'est pas forcément dans cette direction, mais on sait qu'on est dans un espace de dialogue où on dit ce texte-là pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit reçu et pour qu'il soit questionné, traversé. Je peux m'adresser à la présidente de l'Institut Lumière de Lyon, puisque vous avez pris la suite de la présidence qui était assumée depuis des années par Bertrand Tavernier. Et Nadia aimerait parler avec vous des plateformes et de la diffusion des films. Oui, du lieu de diffusion, effectivement, du patrimoine cinématographique, parce qu'aujourd'hui, on peut voir des films, des vieux films partout, sur DVD, sur une petite salle, dans une petite salle d'arrêt d'essai, mais aussi sur Netflix, par exemple, ou encore sur Amazon. Ces films qui sont sortis il y a 10-20 ans, ils ont trouvé leur place sur les plateformes.
C'est un phénomène qui est quand même assez récent. C'était en 2020 quand Netflix, par exemple, a mis en ligne les films de Truffaut, de Jacques Demy, de Kieslowski. Netflix qui est d'ailleurs devenu grand mécène de la Cinémathèque française. Il n'y a pas que Netflix dans la vie, certainement pas. On peut également dire un mot de la Cinétech, cette plateforme qui est franchement géniale, qui est française, qui propose 2000 films d'auteurs essentiellement. Vous vous attendiez à ce que ces écrans, petits écrans d'ordinateur, ce soit le lieu de diffusion du patrimoine cinématographique? Vous l'avez vu venir, ça? Je crois que, d'abord, que la mémoire soit entretenue, ça, on peut s'en réjouir. Et puis, c'est vrai que vous citiez aussi une plateforme comme la Cinétech, avec laquelle on a fait souvent des partenariats aussi de newsletters ou de... On sait que, comment dire, c'est important que la mémoire soit transmise. Ensuite, il y a des plateformes où elle est transmise à travers des artistes, comme la Cinétech, comme vous l'avez dit, par les réalisateurs. Qui font des recommandations. Voilà, qui en parlent. Dans un lieu comme l'Institut Lumière, c'est un endroit où il y a aussi de la rencontre. Enfin, on se rencontre, où les artistes viennent, il y a des rétrospectives qui sont... Ça vient avec un cycle, ça vient aussi avec tout un programme où le spectateur peut se sentir aussi conduit à rencontrer une œuvre, avec une bibliothèque, avec des espaces de rencontre. Donc ça devient aussi un lieu de vie. Aussi. Mais en tout cas, ce sont des espaces effectivement qui défendent une œuvre non jetable, une œuvre en tout cas qui est entretenue, qui est souvenue, dont les auteurs sont souvenus. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le rôle des instituts de parler des auteurs. Et aujourd'hui, où l'auteur tremble un peu dans certaines plateformes, de rappeler à quel point cet auteur, la liberté de l'auteur, le fait qu'un producteur puisse travailler avec un auteur de façon libre et de lui laisser cette parole, parce que c'est ça notre expression, et que ces films-là sont inventifs, et c'est eux qui viennent créer la source forte de toute la surproduction ensuite qu'on peut... Irène Jacob, je vais être obligée de vous arrêter. Je voulais qu'on parle de l'amour après 60, 70, 80 ans. Mais on en parlera la prochaine fois. Juste pour dire que vous êtes au Théâtre de la Colline jusqu'au 13 avril dans House d'Amos Gitaï et à l'Institut Lumière, en ce moment, Douglas Sirk, Pasolini, John Carpenter et Bong Joon-ho, l'auteur de Parasite. Absolument. Tous ces cinéastes sont célébrés grâce à Thierry Frémaux et vous, la présidente. Mais c'est un institut, c'est un accélérateur de pellicules, je dis. Enfin, c'est vrai, un accélérateur de pellicules. Deuxième superbe formule. Merci Irène Jacob d'être venue sur le plateau de 28 minutes ce soir. Merci infiniment Jeanne Pavot. Et on passe à notre débat qui n'a plus rien à voir, un débat sur les suites politiques du rejet par les députés ce soir des 2 motions de censure qui avaient été déposées à l'Assemblée nationale en réaction à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Quel recours constitutionnel d'ailleurs pour les opposants à la réforme des retraites? Et face à la crise politique, faut-il en finir avec la Ve République? On en parle, on en débat même, après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le gouvernement allait-il tomber? Notre décision de déposer une motion de censure n'a pas été prise à la légère. Chiche, Monsieur Macron, allons à la dissolution. Fin du suspense ce soir. Les 2 motions de censure, transpartisane et RN, contre le gouvernement, ont été rejetées. La voie à l'adoption définitive du projet de loi sur les retraites est désormais ouverte. De quoi raviver des contestations déjà attisées par un énième recours au 49.3 jeudi dernier pour faire passer la réforme sans vote. 11e 49.3 en un mois et demi, c'est beaucoup trop. Pourquoi on élit des parlementaires? Pour qu'après, le gouvernement fasse ce qu'il a envie de faire. C'est de la dictature quasiment. Pourtant, le 49.3, utilisé pour la 100e fois de l'histoire de la Ve République par Elisabeth Borne, n'est ni illégal ni inédit. Le socialiste Michel Rocard y a même eu recours à 28 reprises entre 1988 et 1991. Que chacun prenne ses responsabilités, à commencer par moi, les miennes. Mais ces dernières semaines, les accusations de déni de démocratie se sont multipliées jusqu'à remettre en cause la verticalité du pouvoir instaurée par la Ve République. À plusieurs reprises depuis son élection, Emmanuel Macron s'est engagé à la moderniser. Il nous faudra faire des choix, parfois historiques. Nos temps sont marqués par un retour de la souveraineté populaire. D'autres, comme le leader de la France insoumise, préconisent d'aller plus loin que la simple révision. Voici venue l'heure de la 6e République, une incitation à se réinvestir dans la vie du pays qui est en train de mourir à petit feu de l'abstention. Alors faut-il dépoussiérer ou déboulonner la Ve République?
Comment répondre à la crise démocratique ? On va voir ce qu'en disent nos trois invités. Tam Tranui, bonsoir. Vous êtes journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Les outils, vous estimez que les outils tels que le 49.3 sont largement remis en cause par les Français. En effet, il y a urgence à réformer notre Constitution. À côté de vous, Bastien François, bonsoir monsieur, politiste, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage La 6e République. Pourquoi ? Comment ? Ben oui, on va vous le demander d'ailleurs. Aux éditions Les Petits Matins, selon vous, nous avons un véritable problème institutionnel. Celui qui donne les ordres, à savoir le chef de l'État, ne risque rien. Il faut donc déboulonner, entre guillemets, la 5e République. Et enfin, Jean-Philippe de Rosier, bonsoir monsieur. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Et selon vous, il ne faut pas déboulonner, comme on dit, la 5e République, mais à bientôt 65 ans, oui, c'est son âge, 58, elle aurait besoin d'une cure de jouvence. Cela dit, pas sûr que le contexte politique, en ce moment, en tout cas, le permette. On va évoquer toutes ces questions, mais d'abord, on revient sur le rejet des deux motions. Avec le chiffre du jour 278, la motion de censure déposée par le groupe LOT, qui se voulait donc transpartisane, a recueilli 278 voix pour, soit moins que la majorité de 287, qui aurait entraîné la chute du gouvernement. Alors certes, le résultat est serré, 9 voix seulement, plus serré que prévu, mais au final, on a eu le 49.3, Bastien François, derrière une motion de censure, donc quelque part les institutions ont fonctionné, pouvoir et contre-pouvoir. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, peut-être ? C'est-à-dire que le 49.3 en soi, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un outil antidémocratique. Oui. En revanche, les usages du 49.3 peuvent être antidémocratiques. C'est-à-dire que le 49.3, ça sert en quelque sorte, ça devrait servir simplement à discipliner sa propre majorité. Ça ne doit pas servir ni à lutter contre l'obstruction parlementaire, pour ça il y a beaucoup d'autres outils, ni à essayer de faire passer un texte alors même qu'on sait déjà qu'il n'y aura jamais de majorité. Vous voyez bien, il y a une grande différence entre avoir une majorité qui n'est pas très solide, qui est un petit peu instable, voilà. Et donc à ce moment-là, le Premier ministre dit, écoutez, chiche, j'engage ma responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous votez la motion de censure. Et puis là, on a un outil qui est utilisé, on le voit bien, dans une autre perspective. J'ajoute, simplement pour finir, c'est que ce 49.3 arrive au terme d'une procédure qui a été extrêmement brutale elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le 49.3 dans cette affaire. Il y a depuis le départ l'utilisation de l'article 47.1, qui est une sorte de détournement de procédure pour limiter... Qui consiste à quoi ? Raccourcir les débats, c'est ça ? Qui consiste à limiter les débats à 50 jours, pour des raisons qui sont théoriquement liées à l'urgence. L'urgence, il faut, avant le 1er janvier, avoir adopté un texte. Là, il n'y a pas d'urgence. Bon, voilà. D'accord. Jean-Philippe de Rosier, mais pourquoi c'est vrai que ça choque tant ? Il a été utilisé une centaine de fois quand même, cet article 49.3. Pourquoi, dans les circonstances, on estime, pour certains, peut-être pas pour vous complètement, Bastien François, que c'est un abus de pouvoir ? Je ne suis pas sûr que ce soit un abus de pouvoir. En revanche, c'est ce que disent les contestataires, les opposants. Vous posez la question à moi, et moi je vous réponds, je ne suis pas sûr que ce soit un abus de pouvoir, parce que c'est conforme à la Constitution. En revanche, c'est une brutalité démocratique. C'est une brutalité démocratique parce que, comme l'a très justement souligné Bastien François, il n'y a pas de majorité sur ce texte. Jamais il y a eu une majorité qui s'est exprimée sur ce texte à l'Assemblée nationale. Et pire, on est face à des mobilisations records dans la rue qui montrent que, visiblement, il y a une majorité contre ce texte. Et là, c'est le coup de force qui permet qu'effectivement ce texte soit adopté coûte que coûte. Le 49.3, c'est une arme de rationalisation du parlementarisme qui permet de construire une majorité lorsqu'elle est incertaine, lorsqu'elle n'existe pas, mais qui n'est pas là pour couper court au débat. Or, il a été utilisé à de très nombreuses reprises pour cela. Et ce n'est pas la finalité du 49.3. Supprimé complètement. Ils estiment que, il est mauvais pour nos institutions. Écoutez la proposition de loi déposée par ce député écologiste de l'Isère. Les Français ont reçu de manière très violente l'utilisation du 49.3. Et aujourd'hui, la réponse que doivent entendre les parlementaires, c'est que la méthode d'Elisabeth Borne n'a pas fonctionné. Il faut la changer, cette Constitution. Vous proposez de supprimer le 49.3, Jérémy Yordanov ? de supprimer le 49.3, qui n'existe pas dans les autres démocraties parlementaires occidentales. C'est une anomalie, c'est un vice démocratique. Tam Tranui, est-ce qu'il faut supprimer le 49.3 ? De ce que vous voyez, vous, en tant que journaliste à Public Sénat, de ce que ça provoque dans le débat parlementaire? En tout cas, ce que ça a suscité, là, ça a été assez inédit en termes de, on l'a vu, du coup, de réponse parlementaire. Aussi, parce que je pense que dans ce contexte, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a fait une espèce de chantage avec le 49.3. Dans les jours qui ont précédé, il a bien expliqué qu'il voulait aller jusqu'au vote. Parce que le vote, eh bien, c'était la seule issue réellement démocratique pour sortir de la réforme des retraites. C'est lui qui a fait monter
le sujet. Donc il y a aussi toute une part de responsabilité de la part du gouvernement d'avoir eu toute cette parole sur des jours durant. En disant on ne le fera pas. On le fera pas. Ils ont changé. 10 minutes avant 15h, l'ouverture de la séance. D'ailleurs, fait complètement inédit, Elisabeth Borne est arrivée en retard. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce qu'ils avaient pensé d'un point de vue technique, n'a pas fonctionné. Parce que leur allié LR était moins fort que prévu. Mais vous voyez, on est très loin du fond de la réforme. On est très loin de nos problèmes de finances publiques. On est vraiment sur un sujet de technique, de stratégie, d'alliance. Et c'est là que je pense que 49.3, il posait vraiment problème. Parce que, juste pour la petite histoire, il y avait une motion de rejet qui avait été déposée par l'IOT, ce groupe dont on parle tant aujourd'hui. Et cette motion de rejet, on le voit aujourd'hui, elle avait quand même de fortes chances de passer, puisque là, c'est passé à un cheveu sur la motion de censure. Donc, le risque, il était réel pour le gouvernement à ce moment-là, et donc il a un petit peu fait, sauf qu'il peut, le 49.3. Bastien François, est-ce que, plus globalement, il y a urgence démocratique à réformer la 5e, pour vous, au-delà du 49.3 ? Comme ça fait 20 ans que je dis qu'il y a urgence, je me dis parfois que peut-être il n'y a pas autant d'urgence que ça, mais mais ce que je remarque là, c'est que ça ne fonctionne pas en réalité. C'est-à-dire que les institutions, c'est fait pour prendre des décisions. Bon, là, on voit que ces institutions nous amènent au blocage. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation entre le Parlement et le pouvoir gouvernant. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est le lien de responsabilité qui doit exister dans un système politique. Je disais tout à l'heure, il y a un président qui décide mais qui risque rien. C'est bien lui qui prend des décisions. Ce président de la République, quoi qu'il en fasse, restera là. On a l'impression qu'il n'a pas du tout tenu compte des résultats des élections. C'est le Premier ministre le fusible à chaque fois ? Ben oui, il y a une grande injustice là-dedans. Bon. Et en réalité, ça répond pas à la question politique. Bon. Les autres pays européens, en fait, ils ont un système beaucoup plus simple. Avec un Premier ministre responsable qui décide, qui est celui qui décide, qui est issu des élections législatives et qui est responsable devant le Parlement. Enfin, pardon, ça ne fonctionne pas très bien là où ça se produit. Alors, en Italie, il y a une instabilité. Vous voyez, en Allemagne, ça nécessite aussi des coalitions qui prennent du temps à composer. Donc, ce n'est pas non plus des modèles exemplaires. Quand il y a des coalitions et qui prennent du temps, à la suite de ces coalitions, on prend des décisions. Et ces décisions-là, elles sont appliquées. Oui, mais Jean-Philippe, est-ce que pour vous, il y a urgence ? Ou alors, c'est ce qui prime, c'est la stabilité, y compris institutionnelle, la stabilité du pays, dans des moments compliqués ? Je pense qu'il serait utile de faire une réforme constitutionnelle pour lui apporter cette cure de jouvence que vous mentionniez en introduction, mais pas une urgence parce que les institutions seraient à bout de souffle. Moi, je ne pense pas que la Ve République soit à bout de souffle. Je pense qu'elle a mis en place des institutions qui sont plus fortes que les hommes et qu'elle résistera aux hommes. Et il est vrai qu'il y a une pratique institutionnelle depuis 6 ans désormais qui ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités politiques. Et a fortiori, depuis 1 an. Parce que la crise politique que l'on vit aujourd'hui a débuté, non pas en 2022, mais bien en 2017. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui torpille le paysage politique. Les clivages traditionnels que l'on connaissait n'existent plus aujourd'hui. L'opposition droite-gauche, avec traditionnellement ces 2 partis de gouvernement, autrefois le Parti socialiste et les Républicains. Et tout cela est torpillé. Et Emmanuel Macron, à cela s'ajoute une pratique très verticale du pouvoir, sans doute une des plus verticales que l'on a pu connaître depuis le général de Gaulle et Georges Pompidou. Et en 2022, il persévère dans son être, un peu comme l'aurait démontré Spinoza. Il ne remet pas en cause, il ne tient pas compte. Et pourtant, il a parlé de réformer les institutions. Mais d'accord, mais il ne tient pas compte que s'il a été démocratiquement élu, il a été politiquement battu. Parce qu'il avait 302 députés En Marche en 2017, il passe à 170 en 2022. Ça me traduit. Il avait prévu de réformer la Constitution, Emmanuel Macron. Il n'a pas réussi à le faire en 2018. Il en est où de son projet de réviser les institutions, d'ailleurs ? Alors, on se rappelle qu'effectivement, la réforme de 2018 avait été percutée par l'affaire Benalla à l'époque, par un événement politique. C'était au cœur de l'été, alors qu'on avait cette réforme qui était en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on sent que la réforme, elle est encore un peu dans les tuyaux, parce qu'on en a reparlé, avec l'inscription de l'IVG
l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron s'est donc engagé à inscrire l'IVG dans la Constitution, mais en même temps, il a dit, c'est bien là tout le problème, que ça allait faire partie d'une réforme institutionnelle d'ensemble. Et donc, c'est ce qui fait dire d'ailleurs à la gauche qu'il n'est pas complètement sincère dans sa volonté de faire cette révision, d'inscrire l'IVG dans la Constitution, parce que si vous mettez à l'intérieur, par exemple, eh bien, des mesures qui vont concerner une réforme territoriale, hein, c'est ce dont on parle, par exemple, parce que vous vous rappelez, on a fait des super régions, puis finalement, on trouve maintenant que les régions, elles sont un petit peu trop grosses, elles sont un petit peu trop compliquées à gérer. Et bien alors là, vous allez réussir à mettre personne d'accord. Hein. Si vous additionnez des choux et des carottes, il y a un moment, il y en a qui veulent des choux et d'autres qui veulent des carottes. Hein. Donc, elle en est là pour l'instant, cette révision institutionnelle, c'est-à-dire un peu... Pas grand-chose. Oui, dans les starting blocks. Quoi. Alors, il y a des pistes. Il y a notamment une piste, alors, dans la perspective de retisser le lien, de restaurer la souveraineté populaire, c'est le référendum d'initiative partagée. Oui, avec une actualité très forte, puisque c'est l'autre outil qui pourrait mettre en difficulté cette réforme des retraites. Vendredi, on l'a peu dit, mais des parlementaires ont déposé une proposition de loi. Elle a été jugée recevable là, cet après-midi à 14h. Elle propose un RIP, donc un référendum d'initiative partagée. Plus précisément, c'est un texte qui soutient qu'il doit être impossible de reporter l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Ça pourrait être soumis à consultation du peuple, donc, mais seulement au terme d'une procédure très longue, très complexe, un peu lourde, que je vais résumer en quelques mots. D'abord, il faut rappeler qu'un RIP peut être enclenché sur une proposition de loi qui a récolté le soutien d'au moins 1/5 du Parlement, soit 185 députés et sénateurs. En l'occurrence, cette proposition, celle dont on parle, elle a été signée par 252 parlementaires. Donc là, on est bon. Ensuite, le texte proposé au référendum doit porter, je cite, sur la politique économique, sociale ou environnementale de la nation. Là aussi, a priori, on est dans les clous. Ensuite, c'est pas terminé. Le Conseil constitutionnel a un mois pour dire si cette proposition de loi référendaire est conforme ou non. Si c'est le cas, les citoyens ont 9 mois pour la signer sur une plateforme, sur un site qui ressemble à ça. En tout cas, pour l'instant, le seuil des 10% du corps électoral doit être atteint pour que ce texte soit examiné, soit 4,8 millions. C'est beaucoup, et d'ailleurs, ça n'a jamais été atteint, mais ce n'est pas impossible quand on regarde les sondages et quand on regarde la mobilisation. Jean-Philippe de Rosier, qu'est-ce qui peut se passer pendant 9 mois? Est-ce que cette réforme va être bloquée, comme on l'entend beaucoup, hein, certains députés de gauche disent, ça annule tout? Non, ça n'annule pas tout. En tout cas, sur le plan du droit, ça n'annule rien. Ce sont deux procédures parallèles, distinctes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pour cause, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que la proposition de loi ne peut pas abroger une disposition législative en vigueur depuis moins d'1 an. Et donc, il ne faut pas que la réforme des retraites soit promulguée au moment où le Conseil constitutionnel va statuer, ce qui montre bien que les deux sont bien sur des lignes parallèles. Et donc, effectivement, pendant 9 mois, on va recueillir les soutiens des électeurs, mais la réforme... Il pourrait y avoir une mobilisation, là, contrairement à ce qu'il y a eu sur la privatisation des aéroports de Paris. Tout à fait. Déjà, sur la privatisation des aéroports de Paris, il y a eu un peu plus d'1 million, ce qui, pour une première fois, n'était quand même pas rien. 1 million de signatures, des pétitions qui réunissent plus d'1 million de signatures, elles ne sont pas si nombreuses, sur un sujet quand même assez technique. Et rappelons-le, la privatisation n'a jamais eu lieu. Il y a le Covid qui est intervenu, mais je pense quand même aussi que la mobilisation citoyenne y a quand même contribué. Donc non, ça ne suspend pas, mais c'est quand même un levier politique qui permet de montrer une mobilisation, parce que là, il n'y aura pas les chiffres de la police, les chiffres des syndicats. Il y aura le recensement du ministère de l'Intérieur et on saura combien de personnes soutiennent cette proposition de loi. Les outils existent et ils sont dans la Constitution de la 5e, qui finalement a été assez souple au fil du temps, et encore aujourd'hui. Et si on veut qu'il y ait un RIP, il y a un RIP. Non. Enfin, vous l'avez rappelé, c'est compliqué. Et il y a quand même encore une condition. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire un RIP, là, il faut que la validation par le Conseil constitutionnel intervienne avant la promulgation de la loi. Bon, le Conseil constitutionnel va examiner en urgence, il a un mois. À la demande du gouvernement. Tu crois qu'il va prendre un mois? Non, je ne pense pas. Non. Selon... On verra. On verra. Vraisemblablement, ça se fera d'abord un examen de la PPL RIP, la proposition sur le RIP, et après celle sur... Voilà, les choses ne sont pas faites, en tout cas. Bon. Oui, bien sûr, c'est un outil en plus qui existe, relativement récent. Depuis 2008, c'est ça? Depuis 2008. Enfin, mais je finis quand même sur ce point. Franchement, c'est un point minuscule par rapport aux problèmes qu'on a dans la conception du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre piste? La proproportionnelle les autres alors, ça dépend ce que vous mettez dans la réforme de la Constitution aussi. Alors, mon collègue dit on va pas déboulonner, on va... je ne sais pas comment tu appelles ça, rajeunir. Le problème, c'est comment est-ce qu'on la rajeunit? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait simplement une mise à jour du logiciel,
comme toutes les petites, par exemple la réforme Macron, on rajoute des petits trucs, etc. Bon, ou est-ce qu'on change de système d'exploitation? Alors vous pensez qu'il faut changer le système d'exploitation? En réalité, c'est pas si compliqué que ça à faire. La métaphore. C'est-à-dire que moi je pense que l'enjeu c'est de revenir à un système de responsabilité politique, et le système de responsabilité politique c'est le système parlementaire. Bon. Ça veut dire qu'il suffit, en fait c'est pas si simple que ça, mais techniquement c'est pas non plus très compliqué, il faut enlever au président de la République des pouvoirs de gouvernant et se retrouver comme dans les autres pays de l'Union européenne. Alors, je vous propose qu'on regarde une archive où on va entendre et voir le papa de la Constitution en 58, et ça ressemblait un peu à ce que vous évoquez au début. Alors, oui, on est même le 15 septembre 58, le président à l'époque n'avait pas donc autant de pouvoir, le concepteur Michel Debré évoque le rôle du chef de l'État. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel, ou qui sollicite la décision par référendum ou par dissolution. Que veut-on dire? Le président de la République créerait un conflit. Par exemple, c'est le seul cas, où il voudrait imposer à l'Assemblée nationale un Premier ministre dont celle-ci ne voudrait pas, et à qui elle refuserait la confiance. Il n'y a qu'une manière de régler le conflit, et pour le président de la République de marquer son autorité, c'est de donner la parole au peuple par voie de dissolution. Tam Tranu, on entend le président de la République, il est vraiment au centre de cette 5e République. Est-ce qu'il est trop présent? Est-ce qu'il est trop fort? Parce qu'en même temps, c'est vrai que les Français, ils n'ont jamais porté des candidats au pouvoir qui veulent remettre en cause la prépondérance du président de la République à ce jour. Non, ça c'est vrai. Les Français sont très attachés à cette élection très personnelle, qui est l'élection présidentielle. On aime effectivement voter pour une personne avec... Qu'on aimera critiquer après. Exactement. C'est ça, il y a quelque chose de très paradoxal. Mais ça n'empêche, je pense qu'on le voit, cette archive, elle date de 1958. Comme le disait Dominique Rousseau, la Constitution... qui est constitutionnaliste, la Constitution, elle a 64 ans, peut-être qu'elle pourrait partir à la retraite. C'est vrai que peut-être que là, on peut se dire qu'un texte aussi ancien correspond aussi à une autre France, à d'autres aspirations. Il y a eu des révisions, mais les révisions, par exemple, si on reprend les référendums d'initiative partagée, je crois que c'est tellement compliqué, vous l'avez montré, c'est un parcours du combattant d'arriver quand même à ce que le peuple puisse se reprononcer ainsi sur une réforme aussi importante. C'est qu'il y a quand même quelque chose de grippé. C'est quand même qu'il faut peut-être revoir un petit peu les fondamentaux pour pouvoir renouer avec les aspirations des Français. Jean-Philippe Desrosiers, c'est ça, Monsieur le Président, c'est la présidentialisation du régime, vraiment? Non, parce qu'en réalité, Michel Debré décrit le système tel qu'il existe encore aujourd'hui. Ce sont les pratiques présidentielles. C'est un peu le virus français. Notre histoire est une histoire d'un laboratoire constitutionnel. À chaque fois que ça n'allait pas, on changeait de constitution. Et là, depuis 1958, on a enfin une constitution qui a apporté à la France la stabilité nécessaire. Et ça ne veut pas dire que ça marche parfaitement. On peut parfaitement l'améliorer, mais il n'est pas utile de renvoyer à la retraite 24 fois la quand même, Constitution de la 5e République, bien sûr. Et on peut encore le faire une 24e fois pour effectivement trouver un meilleur équilibre, renforcer le Parlement. Je ne pense pas qu'on puisse affaiblir le président, parce que les Français sont attachés à cette figure présidentielle et qui est un responsable politique pour lequel on vote directement. Mais on peut renforcer le pouvoir du président. Est-ce que les Français sont attachés? Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment attachés lorsqu'ils sont obligés de voter au second tour deux élections de suite pour des candidats. Alors un septennat et pas de deuxième mandat. C'est pas ça. C'est-à-dire que là, on voit bien que ça... Des votes par défaut. Concentrer toute la politique autour du vote pour une seule personne tous les 5 ans, ça limite les choix. Et nous, on est obligés, les Français sont obligés au second tour, là, 2 fois de suite, de voter pour des candidats. Ça crée de la frustration. Ça crée de par la frustration. Défaut, vous voulez dire. À la différence du poids d'élections législatives, où on peut beaucoup mieux s'exprimer avec un président. C'est le choix démocratique des Français. Bien sûr, mais on peut imaginer qu'il y a des façons de faire des élections qui amènent plus de pluralisme, plus d'ouverture, où les gens se reconnaissent mieux. L'Assemblée nationale est pluraliste quand même, là, pour le coup, cette fois-ci. On voit comme elle est maltraitée, quand même. Ça me traduit rapidement. Oui, pour conclure, je voulais juste dire une chose, parce que tout ça intervient quand même après la réforme des retraites. Une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution, je pense que ça ne résoudra pas le problème. L'appétit des Français pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, qui se sont sentis maltraités, de représentativité. Voilà, ça c'est pas la Constitution. Les Français, ce qu'ils attendent, c'est aussi ça. C'est aussi que le macronisme, peut-être, pour le coup, renoue avec sa promesse originelle quand il disait qu'il ne voulait pas d'assignation à résidence, quand il disait qu'il voulait, qu'il voulait
de redonner un souffle à la démocratie. C'était quand même la promesse initiale. Je pense que les Français, ils attendent ça aussi. Enfin, là, Emmanuel Macron, il avait dit c'est moi ou le chaos. Et actuellement, on a Emmanuel Macron et le chaos. Quelle chute, quelle conclusion. Bon, en tout cas, à suivre. Hein. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de la crise politique qui vient et de cette perspective peut-être de déboulonner ou revisiter ou remaquiller, comme vous disiez, la Ve République. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pay et Xavier Mauduit qui vont évoquer pour l'un la visite d'État du président chinois Xi Jinping à Moscou et pour l'autre, pour Alix, l'étiquette, comme on disait sous Louis XIV, en l'occurrence les bonnes manières, mais à l'ère du numérique et elle passionne la presse anglo-saxonne. Mais d'abord, Thibault Nolte est le mot vedette de l'actualité ce soir. Moteur thermique, sa fin est prévue pour les bagnoles en 2035. Ça bloque un peu en Europe, c'est entendu. Moteur thermique. Moteur thermique. Moteur thermique. Moteur thermique. Moteur électrique contre moteur thermique. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Moteur thermique, du latin motor qui remue et du grec thermos, chaud, désigne une machine qui génère un mouvement grâce à la chaleur produite par l'explosion d'essence dans ses tripes de métal. Le moteur thermique, diabolisé pour sa pollution, CO2, NOx et particules, donc politiquement condamné, a peut-être encore un tour-minute dans son sac. Le moteur à 4 temps qui équipe l'essentiel des 1,3 milliard de véhicules thermiques en circulation dans le monde est une invention française conceptualisée en 1862 par un thermodynamicien autodidacte. Mi-février, les eurodéputés ont voté 340 pour, 279 contre, 21 abstentions, l'interdiction de vendre des véhicules à moteur thermique dès 2035. Mais les bielles se rebellent. Le 3 mars, l'Allemagne, pays où circulent 45 millions de voitures thermiques, contre 35 millions en France, a décidé de bloquer la ratification du texte. Mouvement qui s'inscrit dans une fronde européenne contre le tout électrique avec l'Italie, la Pologne, la Bulgarie ou la République tchèque, fière nation du piston. Le calcul est simple, c'est compliqué. Selon le patron de Ford, la fabrication des voitures électriques nécessite 40% de main-d'œuvre en moins. Par ailleurs, leur impact écolo vient à 90% de leur fabrication, pas de leur utilisation. Et le recyclage de leurs batteries est une chimère. A l'inverse, le moteur thermique aurait une botte de nevers, l'e-fuel. L'e-fuel, essence synthétique produite à partir d'électricité, est défendue par Porsche, dont les voitures privées de soupape auraient la saveur d'un Queen Amman sans beurre, et qui possède au Chili une usine pilote de cet e-fuel, mais conchiée par Mercedes avec d'autres qui ont mis le paquet sur le tout électrique. Gare à la bataille des thermos, pile. Merci Thibault Nolte, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors, le président, l'autocrate chinois Xi Jinping est à Moscou pour une visite d'État qui va durer 3 jours. L'occasion pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé, comme on le dit, à raison d'ailleurs, sur la scène internationale. Il s'affiche aux côtés du numéro 1 chinois. Et ça vous a rappelé un autre chinois, mais lui... partant à Moscou, il y a longtemps, un certain Mao. Mao, oui, c'est au milieu du mois de décembre 1949 que Mao Zedong arrive à Moscou en train. Oui, le président de la République populaire de Chine a fait le voyage en transsibérien et quand il arrive, énorme surprise, c'est pas Staline qui l'accueille, non, ce sont 2 dignitaires, il y a Bulganin, il y a Molotov, assez froid, hein. Molotov lui offre même pas un cocktail, ils sont là, puis alors très vite, Mao attend, il doit attendre le soir pour rencontrer enfin Staline, et encore ça se passe très très rapidement, et Mao est ensuite envoyé dans une dacha dans la banlieue de Moscou. Alors, il sort très peu si pour les cérémonies, et la plus importante a lieu le 21 décembre au Bolchoï. C'est l'anniversaire de Staline qui souffle ses 70 bougies. Vous voulez dire que l'accueil est un peu réfrigérant? Glacial. Hein. Bon, Staline est déjà au pouvoir depuis près de 30 ans, un pouvoir évidemment dictatorial, mais il est auréolé de gloire parce qu'il a vaincu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Mao, c'est complètement différent. Il sort vainqueur d'une guerre civile qui l'a opposé aux nationalistes de Chiang Kai-shek, mais enfin, il a proclamé la République populaire de Chine, là, seulement quelques semaines auparavant. Alors, Staline regarde avec beaucoup de méfiance, on peut même dire de mépris, cette nouvelle figure dans l'histoire de la révolution prolétarienne, surtout que Mao se présente, voyez, comme un penseur, un intellectuel du communisme. Ça, Staline ne veut absolument pas laisser la place à une concurrence qui viendrait de Chine. Et il le lui fait bien sentir. Oh là, oui. Non, mais vraiment, ce voyage de Mao en URSS, c'est une suite d'humiliations. Mais la Chine a besoin du soutien soviétique. En tout cas, quand il repart, Mao est profondément vexé. Mais il ne sait pas tout. Il faut attendre les années 2010 pour qu'un agent de la police secrète du RSS, il s'appelle Igor Atamanenko,
fasse des révélations. Et il explique que les toilettes de Mao étaient sur écoute. Comprenez bien, c'est-à-dire que ces toilettes n'étaient pas reliées au tout à l'égout. Ce que déposait le grand timonier était récupéré pour des analyses, vous l'avez compris, une histoire de cacamarade. En tout cas, l'amitié sino-soviétique n'était pas bien en selle. Vous bichez, hein, elles sont bien bonnes. Bon, cher Alix, la technologie nous rendrait-elle impolis? C'est une question que beaucoup d'Américains, notamment les éditorialistes dans la presse, se posent et interrogent l'étiquette. Tout à fait. Est-il poli de déposer sur notre table, quand on est en train de déjeuner, son téléphone portable? Est-il poli de garder nos écouteurs sans fil quand on est en pleine discussion avec quelqu'un? Pas sûr. En tout cas, nos vieux guides de bonne manière ne nous apprennent pas grand-chose sur ces sujets qui sont évidemment très contemporains. Alors, dans ce flou artistique autour des bonnes manières, certains Américains se tournent maintenant vers donc, des experts en étiquette 2.0 qui écrivent souvent dans des grands médias, notamment le New York Times, le Washington Post. Et parmi eux, il y a par exemple Miss Manners, Mademoiselle Manière, avec une très jolie coiffure, très élégante, qui s'appelle en fait Judith Martin. Et elle répond Judith Martin, dans le Washington Post aux questions des lecteurs qui concernent la morale, le savoir-vivre. Alors, par exemple il y a 2 jours, il y a un homme qui lui a exposé son problème. Il est invité à dîner chez ses amis, sauf que ses amis ont dans leur salon des écouteurs, des enceintes intelligentes qui donc peuvent capter les conversations. Et cet ami demande à Miss Manners, est-ce que je peux leur demander de débrancher ces enceintes le temps du dîner? Elle lui répond... Non, c'est pas encore, il n'est plus là. Mais elle lui répond, oui, vous pouvez, mais si vous demandez cela, eh bien, il faut aussi demander à tous les convives de couper leur téléphone portable pendant le dîner, les téléphones qui, eux aussi, peuvent entendre ce qu'on dit. Miss Manners demande un peu de cohérence, s'il vous plaît. Autre exemple, très 2023, un lecteur du New York Times a demandé à un autre expert s'il était normal que sa femme poste des photos d'elle sur les réseaux sociaux en train d'allaiter. Et réponse de l'expert, mais bien sûr que c'est normal, free the nipple. C'est quoi, libérons le téton. Oui, d'accord. Et qu'en dirait Nadine de Rothschild? Pardon, la baronne. La baronne, eh bien, malheureusement, elle n'en dirait pas grand-chose parce qu'il y a des années, elle a quand même déclaré forfait sur la question des téléphones qui sont, selon elle, qui ont fait sauter certains principes de bonne manière. Et on imagine que la baronne Staff, qui est très célèbre pour les règles de savoir-vivre dans la société moderne, publiée à la fin du 19e siècle, eh bien, elle serait du même avis. Résultat, on n'a pas beaucoup de référents en la matière en ce moment, donc en l'absence de baronne de Rothschild 2.0, eh bien, à nous de nous dire ce que l'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et alors, mon conseil, c'est peut-être de commencer par mettre des écouteurs lorsqu'on regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, dans les transports en commun. C'est mon humble conseil. On peut aussi ne pas les regarder sur On peut aussi ne pas les regarder, c'est vrai. Aller au cinéma, c'est une autre histoire. Bon, merci mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte Chérie, Isabelle Huppert et Pomme d'amour dans la dentelière, le film de Claude Goretta, 77. À demain 20h05. Tchuss.